Bienvenue dans Papa GPA, le podcast qui raconte un parcours de gestation pour autrui queer et dans une démarche éthique. Épisode 7, la donneuse et la clinique de fertilité. Ainsi donc, en même temps qu'on s'activait pour trouver une agence, on cherchait aussi une clinique de fertilité dont les principaux rôles sont de récolter les dons de sperme et d'ovocytes, créer les embryons, faire le transfert dans l'utérus de la femme porteuse et suivre les 3 premiers mois de grossesse. Comme pour l'agence, on est allé à un événement pour rencontrer des cliniques. Mais cette fois-ci, à Paris. Et oui, un événement sur la GPA en France, c'est impossible car c'est illégal. Mais par contre, sur la procréation médicalement assistée, ça oui, puisque c'est légal. Subtil. Le salon s'appelait à l'époque Désir d'enfant et se tenait en septembre 2021 dans un petit lieu de l'ouest parisien. Les principales cliniques de fertilité y étaient représentées, c'était l'occasion parfaite. On arrive, là encore la bouche en cœur dans nos petits vêtements de candeur, et cette fois-ci, c'est une toute autre surprise qui nous attend. Un comité d'accueil. Devant l'entrée du salon, un groupuscule de genre 3 ou 4 personnes, tous des hommes, ont monté un gigantesque bébé gonflable blanc, flanqué de signes euro et de code barre. Et une sono assourdissante passe en boucle une voix d'enfant qui dit « Mais elle est où ma maman? Pourquoi ma maman elle m'a abandonnée? Mais elle est où ma maman? Pourquoi ma maman elle m'a abandonnée ?» La mise en scène est vraiment ridicule. Du coup, avec ton papa, on démarre un gros fou rire. Genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu sais, des attaques sur notre différence, on en a vécu. On a vu des dizaines de milliers de personnes défiler contre nos droits à nous aimer il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple. Et l'anti-homosexualité est loin de décroître en France aujourd'hui. Et encore, on a été drôlement épargnés, comme je te l'ai raconté dans le tout premier épisode. Donc, ce genre de démonstration vide de monde et vide de sens, ça nous a fait plus rire qu'autre chose. On se tient la main, on leur sourit, on fait face avec amour et humour. Mais alors qu'on va pour entrer dans le bâtiment, une femme et son compagnon nous rejoignent en trottinant, nous dépassent et s'engouffrent précipitamment dans la porte. On les retrouve à l'intérieur. La femme est en pleurs. Son compagnon tente de la calmer, de lui dire que ces imbéciles dehors ne savent pas de quoi ils parlent, mais elle pleure et elle répète entre 2 sanglots « Mais c'est horrible ce qu'ils me disent !» Franchement, ça m'a brisé le cœur. À part ça, le reste de la journée se passe bien. On apprend sur les différentes étapes qu'on va traverser les mois suivants et que je vais t'expliquer maintenant. La première chose qu'on doit faire, c'est tout simplement un spermogramme pour vérifier qu'on n'est pas stérile. Comme on veut avoir des embryons fertilisés avec notre sperme à tous les deux, on l'a fait tous les deux. Et de ce côté-là, tout allait bien. Pour le choix de la clinique, j'ai trouvé ça assez simple au final. Peut-être aussi parce qu'on avait déjà l'expérience du choix de l'agence. D'ailleurs, tu peux choisir l'agence ou la clinique en premier, ça n'a pas tellement d'incidence tant que les deux travaillent bien ensemble. On a rencontré les 3 principales cliniques de fertilité qui avaient l'air super et pour lesquelles on a eu de très bons retours de plein d'autres papas GPA. Mais au final, on en a choisi une autre, un peu moins connue, mais qui avait l'air très bien et qui correspondait mieux à ce dont on avait besoin à ce moment-là. Et la femme qui s'occupait de nous a été si adorable, si sympathique, claire comme du cristal dans ses explications qu'on a été conquis. Je le précise car, comme l'agence, au-delà des chiffres, des résultats, des prix, des processus, à chaque fois, on a aussi fonctionné au coup de cœur. Et c'est ça qui me fait dire qu'il y a beaucoup d'amour tout le long de cette aventure. Ainsi donc, nous avons notre clinique de fertilité. L'étape suivante, et crois-moi, ce n'est pas rien, c'est de trouver une donneuse d'ovocytes. On a dû prendre des milliers de décisions pendant ce parcours de GPA, mais je crois que ce fut le choix le plus difficile à faire de notre vie. Vraiment. Car on ne choisit pas juste un partenaire ou un prestataire, on choisit la moitié de ton matrimoine génétique. Tu t'imagines la responsabilité? Quand un couple hétéro cisgenre et fertile décide de faire un enfant, généralement, ce choix-là n'est pas à faire. On va dire que c'est l'amour, dans le meilleur des cas, qu'il a déjà fait pour elle et lui. Mais pour nous, ça relève de la décision. Et donc du coup, d'un mélange de rationnel, d'émotionnel et même un peu de folie. Alors comment on fait? Eh bien, je vais te raconter ça, car ça nous a occupé plusieurs mois.
La plupart du temps, les cliniques ont leur propre base de données qui regroupe des donneuses qui ont déjà été validées médicalement. Concrètement, faut imaginer un site internet qui ressemble un peu à un site de rencontre en fait. Il y a des profils qui apparaissent et il y a différents critères pour affiner tes recherches. C'est là que les premières questions se posent. Quels vont être nos critères de sélection pour trouver ta donneuse? Eh bien ça, c'est une question drôlement intéressante, je trouve. Commençons par les paramètres qu'on ne contrôle pas. Le premier, c'est tout simplement la taille de la base de données. Parfois, les bases sont très très limitées. Par exemple, l'une des cliniques avec qui on aurait pu signer avait à ce moment-là une base d'une dizaine de profils. C'est quand même pas beaucoup. On découvre que dans la base de notre clinique, il y a plus de 400 profils. On aura un peu plus de choix. Les parents préfèrent parfois faire appel à des agences de donneuses comme prestataires supplémentaires. Ça a un coût non négligeable. Et puis, tu as les agences dites premium. Et alors là, accroche-toi bien, les profils des donneuses de ces agences, ce sont des clichés de couverture de magazine. Quand on a découvert ça avec ton papa, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce monde parallèle où toutes les femmes ont l'air de sortir d'un défilé de la Fashion Week? Le coût de ces agences est 7 à 8 fois plus élevé. Et ça pose un peu question car ça ancre et reproduit un fantasme collectif sur ce que doit être un corps premium et notamment un corps de femme. Ces mêmes agences proposent aussi la version intellectuelle, avec des femmes qui sont allées dans les meilleures universités des États-Unis. Ça aussi, ça soulève beaucoup de questions, notamment éthiques. Jusqu'où on peut choisir sans faire de l'eugénisme? Comment faire une PMA tout en évitant un nouveau Gattaca, ce film culte d'Andrew Niccol, sorti en 1997, qui se déroule dans un monde dystopique où la génétique détermine le destin de chacun et chacune. On se rappelle que seuls les riches ont accès à la GPA, j'en ai déjà parlé. Mais si en plus on se met à choisir que des super diplômés au corps soi-disant parfait, mais on va vraiment finir par faire de la reproduction de classe, mais au sens propre cette fois-ci. Sans garde-fou ni accompagnement, il y a quand même un truc un peu flippant, je trouve. Ensuite, il y a toute la partie compatibilité médicale, on va dire. C'est-à-dire qu'on va vérifier avec un test ADN si nous sommes porteurs de maladies génétiques graves, courantes et connues, comme par exemple la fibrose kystique, qui est plus connue en français sous le nom de mucoviscidose. Car même quand on n'est pas malade, on peut avoir des gènes récessifs qui, s'ils étaient liés à un matrimoine génétique lui aussi récessif, augmenteraient significativement les risques que le bébé soit atteint de la maladie. On a donc reçu un petit flacon à la maison dans lequel on a dû cracher. Ça faisait un peu film de détective. Puis on a renvoyé ça par la poste. En quelques semaines, on a appris les résultats et ni ton autre papa ni moi n'étions positifs à quoi que ce soit. Ensuite, si la donneuse a déjà fait un don dans le passé, on peut avoir une idée, sans promesse, de ce qui peut être espéré pour un don prochain. Ça peut paraître très productiviste comme critère, et je comprends que ça puisse soulever des questions, mais dans un parcours de PMA, le nombre d'ovocytes prélevés est un chiffre clé. Parce qu'une fois que les ovocytes sont fertilisés et deviennent des embryons, tous ne sont pas viables. Certains ne maturent pas. Puis, encore un autre critère qu'on contrôle peu, c'est celui de l'anonymat. La vaste majorité des femmes qui font des dons d'ovocytes aux USA ne souhaitent pas être mises en contact avec les futures familles. C'est un don anonyme. Quelques femmes acceptent d'être mises en relation avec l'enfant seulement et uniquement à sa majorité. C'est ce qu'on appelle une donation semi-ouverte. Et encore plus rares sont les femmes qui acceptent le contact direct avec les parents et l'enfant, et ceci immédiatement. C'est une donation dite ouverte. Là, c'est vraiment une affaire très personnelle, même intime. Moi, je peux te parler du choix que nous avons fait nous et pourquoi. Mais chaque couple et chaque famille voit cela différemment et c'est très bien comme ça. Nous voulions absolument une donation ouverte. Ça nous semblait important que tu puisses avoir accès à ta donneuse, que tu puisses la connaître, la rencontrer, l'identifier, et même l'inclure dans ta famille volontaire si elle l'acceptait elle aussi. Car, bien évidemment, tout cela se fait dans les deux sens et on ne peut rien lui imposer, y compris de ne pas changer d'avis un jour. On avait aussi envie de te parler d'elle comme on te parlerait de ta femme porteuse. Peut-être que cette personne ne t'intéressera pas du tout et que les communications seront réduites à leur minimum, mais au moins la porte est ouverte. Bon, voilà un peu les critères sur lesquels on avait peu la main. Le reste,
c'était à nous de décider, de sélectionner nos propres filtres. Et c'est pas évident du tout. Pour chaque profil, il y a des informations générales morphologiques, des photos, les études et pas mal de données médicales sur 3 générations, y compris les maladies chroniques, des troubles divers, des addictions, etc. Vient ensuite une série de questions ouvertes pour mieux la connaître. Ses motivations pour être donneuse, son caractère, ses traits artistiques et intellectuels, ses centres d'intérêt, ses projets futurs, etc. C'est assez étrange de lire toutes ces réponses car à la fois c'est souvent hyper intéressant, ça raconte qui est la personne, ça la rend vivante, et en même temps, vu qu'a priori les activités du dimanche ne se transmettent pas dans les gènes, on se demande un peu pourquoi on a accès à toutes ces informations. Mais je crois que ça rappelle juste que tout ça n'est pas que scientifique, mais aussi émotionnel et de l'ordre de la création d'un imaginaire, d'un récit. Donc on a toutes ces informations pour chaque profil multiplié par 400 profils. Des pages et des pages de données à éplucher. Si on souhaite éplucher. Et c'est là que ça devient intéressant, ou fou, ou problématique, selon le point de vue où on se place. Car tout devient potentiellement un critère de sélection ou d'exclusion. Et nous, on est seuls là-dedans, à devoir équilibrer entre nos valeurs éthiques, bioéthiques et le désir de choisir ce qu'il y a de mieux pour toi, sans savoir vraiment ce que ça veut dire, le mieux, dans cette situation. Car comment savoir si ce qu'on croit être mieux ne pourrait pas en fait être l'expression de nos illusions et fantasmes culturels et sociétaux, de nos biais, voire de nos névroses. Par exemple, moi, mon truc, c'était que je voulais une femme plutôt grande. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi ce critère? D'où me vient cette préférence? Qui me détermine dans ce désir et s'apprête à te déterminer toi, notre enfant, très concrètement? Est-ce qu'on peut se comporter comme si c'était un supermarché génétique? Où commence l'eugénisme? Et en même temps, qui choisit sa donneuse sur un lancer de dés? Ça nous a fait nous poser plein de questions. Et on a essayé d'être honnête avec nous-mêmes pour pouvoir l'être plus tard avec toi quand tu nous demanderas pourquoi elle. Un des premiers choix clairs qu'on a fait, c'est celui d'une donneuse blanche. Étant 2 hommes blancs, ça nous a semblé plus évident, et aux USA comme en France, la vaste majorité des dons d'ovocytes sont faits par des femmes blanches, donc du coup on avait aussi le privilège du choix. En creux, d'ailleurs, ça relève la pénurie de dons d'ovocytes de personnes non blanches. Il y a un épisode de l'émission Les Pieds sur Terre diffusé en septembre 2021, et dont ta marraine se souvenait et qu'elle m'a fait découvrir, qui explique que l'attente moyenne pour un don d'ovocytes d'une femme noire, c'est 8 ans. 8 ans d'attente. On montre donc ce critère caucasien dans les filtres. Ensuite, on regarde évidemment les photos. Et bon, on n'est pas hétéro, donc forcément c'est un exercice un peu étrange pour nous, mais on n'est pas non plus insensible à la beauté et au charme, qu'il soit masculin ou féminin. Puis, on lit avec attention la section sur les questions ouvertes, où elle parle d'elle-même. On se demande si on aimerait apprendre à la connaître au-delà de ce site internet aux couleurs froides. Eh bien, je sais pas si on aurait dû être hétéro ou pas, mais beaucoup trop de femmes nous plaisaient. On avait un mal fou à en écarter. Tu pourras demander à nos anciens et anciennes colocs. Pendant des mois, ton autre papa et moi, on a passé nos soirées assis, serrés l'un contre l'autre devant un petit ordi posé sur mon vieux bureau en bois, à arpenter ses profils et à essayer de faire des shortlists qui avaient vraiment tout l'air d'une very long list. Les sessions duraient des heures, le thé coulait à flot, on a vidé tous les stocks de chocolat au lait avec amandes caramélisées. C'était extrêmement difficile de choisir et en même temps très grisant. Est-ce qu'on prenait un risque pour toi si on gardait une donneuse dont les grands-parents sont morts d'un cancer, maladie qui a tué aussi dans la famille de ton autre papa? Ou un problème cardiaque, ce qu'on connaît malheureusement très bien dans ma famille? Est-ce qu'on serait de mauvais pères si on choisissait une donneuse qui a une très mauvaise vue et qui risquerait de te la transmettre génétiquement? Toutes ces questions, les couples hétérofertiles ne se les posent pas. Et tant mieux, car c'est très difficile de répondre. Pour nous, tout devient un choix à faire, qu'il soit déterminé ou en pleine conscience. Mais ça nous a fait nous poser des questions intéressantes. Et surtout, ça nous a beaucoup responsabilisés. Ça conscientise profondément notre démarche de parentalité, voire parfois ça l'intellectualise un peu trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les PMA ne créent que des enfants qui sont profondément désirés, et souvent depuis fort longtemps. Je crois qu'on a mis 3 ou 4 mois à trouver.
On était mentalement épuisés. On en était à faire des duels entre profils, avec des demi-finales et des finales. Non mais c'était devenu ridicule, voire problématique. Mais faut que tu comprennes qu'on était perdus, tout simplement. Et puis un jour, ton autre papa m'a montré le profil d'une personne qui était dans la base au tout début, mais avait vite disparu. Et qui là réapparaissait quelques mois plus tard. Il m'a dit « Regarde ce profil, il m'a beaucoup plu et je pense qu'il va te plaire aussi. » Alors, il n'y a pas son nom, mais un matricule, comme pour les autres. Les photos sont franchement charmantes et elle a l'air à la fois fun, dynamique et sympa, malicieuse, intelligente, très intelligente. Elle est belle, elle a beaucoup de charisme. Et puis de ses photos, on sent qu'elle est très portée sur la nature. Ah bah voilà, elle a mis la rando et les aventures dans ses passe-temps. Trop bien. Ah, elle précise qu'elle espère pouvoir donner à un couple d'hommes gays, car, écrit-elle, tout le monde mérite une famille si c'est un souhait. C'est vraiment chou. Et elle dit aussi que la compensation financière l'intéresse. Ça j'aime bien, au moins c'est franc et c'est clair. Oh, elle parle allemand, j'adore, c'est rare pour une états-unienne. Puis je commence à lire la section des questions ouvertes. Elle se décrit comme très déterminée et courageuse, elle donne des exemples comme son voyage en Europe seule à 18 ans, dont j'imagine les étapes en lisant son texte. Elle ajoute qu'en revanche, ça ne l'empêche pas d'être connectée à ses émotions, et qu'elle sait beaucoup pleurer quand ça fait du bien. Je me dis que c'est d'une sensibilité rare d'écrire ça. Qui est cette merveilleuse personne ? Donneuse ou pas donneuse, j'ai envie de la rencontrer et d'être ami avec elle. Et alors le paragraphe qui finit de me convaincre répond à la question « Qui est votre héros ou héroïne et pourquoi ?» Alors la plupart des donneuses répondent des choses assez mignonnes du genre « ma mère qui est ma grande source d'inspiration, etc. » Maintenant, voici sa réponse à elle. Je te la cite en substance. J'essaye d'éviter l'idolâtrie, mais j'ai un très grand respect pour les docteurs Alexander Shulgin et James Fadiman qui ont beaucoup fait avancer la connaissance sur mes champs de recherche. Ainsi que pour Malen Spart Williams qui m'a fait prendre conscience de mes biais racistes, notamment dans ses TED Talks sur l'Afrique. J'aime beaucoup aussi Nathalie Wynne qui disserte sur plusieurs questions sociales. Et enfin Malala Yousafzai qui m'a encouragé à faire plus attention au féminisme intersectionnel. Fin de citation. Mais là, je me suis levé et j'ai dit « Mais c'est qui cette meuf ? Faut qu'on la rencontre !» Ça a été un coup de cœur immédiat. J'ai même pas regardé la section médicale au début, je m'en fichais. Bon, après, c'est vrai, plus tard, j'ai quand même jeté un œil en faisant une petite prière pour qu'il n'y ait rien de trop embêtant par rapport à nos histoires familiales. Et c'est comme ça que nous avons choisi ta donneuse, Kémily. Et tu sais quoi ? Elle est plutôt petite de taille. Comme quoi. On ne sait pas comment tu seras toi et ce que tu décideras de devenir avec ce matrimoine génétique que nous avons choisi pour toi, mais on sait qu'à chaque fois que tu voudras qu'on te parle de ta donneuse, on sera hyper fiers de te dire qui elle est et pourquoi on l'a choisie. On espère qu'elle t'inspirera aussi et que tu auras envie de nouer une relation avec elle le moment venu, si elle est toujours d'accord et si c'est quelque chose qui t'intéresse toi. Car tout ceci, ça t'appartient à toi et à elle. Une fois ce choix fait, on est parti dans les locaux de la clinique de fertilité pour faire notre dépôt de sperme, un 8 mars, drôle. On en a profité pour faire un petit road trip contrat si tu veux. Kémily, elle de son côté, a été prévenue qu'elle avait été choisie. C'était pas sa première fois, elle était d'ailleurs pas disponible et on devait attendre encore 5 mois. Mais pour nous c'était ok car en fait on avançait en parallèle avec l'agence pour trouver une femme porteuse, comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent. Puis en août 2022, la clinique de fertilité a accompagné Kémily dans une stimulation hormonale et à la fin du mois, elle a pu faire sa donation d'ovocytes. Peu après, ils étaient fertilisés, la moitié avec mon sperme, l'autre moitié avec celle de ton autre papa. Ainsi fut conçu ton embryon parmi d'autres. Et là, sur les conseils de la clinique, est réalisé un test génétique préimplantatoire, PGT en anglais, qui permet de détecter la présence d'éventuelles anomalies génétiques ou chromosomiques dans l'embryon. En faisant un prélèvement, la clinique va évaluer pour un embryon donné s'il y a un risque, par exemple, de trisomie. C'est pareil, on s'est posé la question de l'eugénisme. Aurions-nous dû laisser la nature œuvrer ? Tu sais, quand tu fais une PMA, c'est plus un roman de science-fiction qu'une ode pastorale. Il faut trouver le bon équilibre.
Et d'éviter d'avoir une maladie génétique lourde nous a semblé une décision équilibrée. Tous les embryons ayant passé le test avec succès ont été cryogénisés en attendant le jour du transfert dans l'utérus de la femme porteuse. Donc tu vois, tu pourras te vanter auprès de tes potes qu'avant d'être un fœtus comme tout le monde, t'as été une véritable reine des neiges, et ceci pendant presque 7 mois. Pas mal. Alors, il y a eu un petit couac avec Emily qui, en fait, avait choisi, contrairement à ce qu'on nous avait dit, d'être une donneuse semi-ouverte. Donc, qui n'acceptait d'être en contact qu'avec l'enfant et à sa majorité. Quand on s'est aperçu de l'erreur, on était déçus et un peu tristes. Mais la clinique nous a suggéré de lui faire une lettre pour lui expliquer notre démarche et pourquoi on souhaitait la connaître nous aussi. Suite à cela, elle a accepté de nous parler en appel vidéo quelques jours avant le don d'ovocytes. C'était un appel un peu stressant pour moi car je voulais pas lui faire peur en lui disant «On veut te connaître» et en même temps, il y avait quand même un enjeu important. Donc j'essayais d'argumenter, d'expliquer tout en disant qu'on voulait pas être lourd ou intrusif. Ton autre papa a fini par me chuchoter «Ah, arrête de parler si vite, même arrête de parler tout court». Et à partir de là, tout s'est bien passé. Après cet appel, elle a accepté qu'on échange nos emails perso pour se voir quand on viendrait aux USA, ce que je te raconterai évidemment dans un futur épisode. Voilà donc comment ton embryon a été créé grâce à ta donneuse super-héroïne. Maintenant, retournons auprès de l'agence. Tu l'as compris, en parallèle de tout ce que je viens de te décrire là, en même temps, on s'occupe de ce que j'ai expliqué dans l'épisode précédent jusqu'à la rencontre avec Diana, ta femme porteuse. Il ne manque plus qu'une seule étape, la clinique de fertilité va recevoir Diana dans ses locaux et va lui faire passer plusieurs tests et analyser son dossier médical en profondeur pour valider son profil. Ça prend environ 2 mois. L'attente est insoutenable. On s'est déjà attaché à Diana. On n'aurait pas dû, mais c'est comme ça. On papote sur le groupe WhatsApp commun avec l'agence, on rigole bien ensemble. Et puis, un beau jour, en plein dans notre lune de miel au Japon, alors qu'on visite les temples de Kamakura avec une amie, la nouvelle tombe. La clinique de fertilité accepte le dossier de Diana. C'est bon, ça peut être officiellement ta femme porteuse. Oh là là, je te laisse imaginer notre joie. Maintenant, il manque plus qu'une chose avant le transfert. Le contrat. Et trouver une avocate ou un avocat aux États-Unis. Eh bien, ce sera justement l'objet du prochain épisode. Alors, à la semaine prochaine!